Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Au sommaire, le pass vaccinal est désormais obligatoire pour avoir accès aux services publics au Bénin. Une décision issue du Conseil des ministres du 20 octobre dernier. Les Béninois apprécient cette injonction du gouvernement dans cette édition. Le Conseil des ministres s'est réuni hier en présence du président de la République, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises, on en parle dans un instant. Et puis, hors de nos frontières, la junte au Soudan sur le coût des sanctions économiques, une décision de la communauté internationale après le coup d'État militaire de lundi qui a fait tomber le Premier ministre soudanais. Bienvenue à toutes et à tous. Sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi. Au cours de ce rendez-vous hebdomadaire des membres du gouvernement, plusieurs décisions ont été prises, au nombre desquelles l'approbation de la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État. On fait le point avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ongwidji. Au chapitre des mesures normatives, l'approbation des règles de politique de sécurité des systèmes d'information de l'État. Avec l'adoption par le Conseil des ministres, en sa séance du 6 mai 2020, de la stratégie nationale de sécurité numérique et de son plan d'action 2020-2022, le gouvernement entend créer un cyberespace sécurisé pour une économie numérique attrayante. Par ailleurs, ont été adoptés, au titre de ces mesures normatives, les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement des ministères de la décentralisation et de la gouvernance locale, de l'industrie et du commerce, de l'eau et des mines, puis des sports, nomination des membres des conseils d'administration, des agences territoriales de développement agricole, puis augmentation du capital social de la Société béninoise d'infrastructures numériques, SBIN SA, par rapport en nature. Au chapitre des communications. En un, l'approbation de la stratégie nationale de développement du sous-secteur des semences végétales 2022-2026. En deux, la mise en concession des sites abritant les usines de production de jus d'orange de Zapota, de jus d'ananas d'Alada et de purée de tomates de Pomassé. Pour rappel, les unités de transformation de produits agricoles installées en 2015 n'ont jamais été mises en service. Le Conseil des ministres avait décidé en octobre 2016 de procéder à leur cession, mais l'appel d'offres s'était avéré infructueux, les montants proposés par les soumissionnaires étant largement en deçà des prix d'acquisition et d'installation. Aussi, afin de sauvegarder les investissements, le Conseil du 29 juillet 2020 avait-il autorisé la reprise du processus de cession des dites unités de transformation, au terme des travaux du comité technique de dépouillement et d'évaluation des offres. Seules les unités de transformation de tomates à Pomassé, d'ananas à Alada et d'orange à Zapota ont été retenues. Ainsi, celles-ci feront l'objet d'un contrat de concession avec les sociétés CAJ Engineering SAL et Orana SA qui paieront des redevances annuelles à l'État conformément aux tests en vigueur. En image, le préfet du département du Plateau a procédé hier au lancement officiel du mois du consommant local dans l'Ouémé Plateau. La cérémonie s'est déroulée à la place du centenaire de la ville de Kétou et a réuni plusieurs personnalités politiques. Précisons que cette foire est une initiative de la direction de l'industrie et du commerce des départements de l'Ouémé et du Plateau. L'accès aux services publics au Bénin est désormais conditionné à la présentation du pass vaccinal. Une décision issue du Conseil des ministres du 20 octobre dernier. Que pensent les citoyens béninois de cette mesure déjà en application dans les administrations concernées? Réponse dans ces propos recueillis par Samson Oké. Parce que personne n'est au-dessus de la loi. Le gouvernement dit que on doit forcément vacciner avant d'avoir accès à la mairie et autres. Donc, la population n'a qu'à faire autrement pour se vacciner afin d'avoir accès à la mairie et autres.
Vous voyez, non? Donc, on ne peut pas opposer à la décision gouvernementale. Moi, je trouve là une façon d'obliger la population à se vacciner. Ça, c'est pour nous obliger à se vacciner. D'autant plus qu'eux-mêmes, ils ont dit que ce n'est pas obligatoire. Ils devaient nous laisser, on ne devait pas nous imposer ça avant d'avoir accès à nos papiers dans les administrations et ses consorts. Si ce n'est pas obligatoire, on nous laisse le libre choix d'aller se vacciner ou pas. On ne peut pas nous demander d'avoir ça obligatoirement avant d'aller faire les papiers dans les administrations et ses consorts. Moi, je ne trouve pas ça logique, sincèrement. Je remercie la décision que le gouvernement a fait sortir. Tu sais, quand on parle de Covid, Covid n'est pas une maladie petite qu'on va commencer à rire. La Covid qu'on parle là, c'est une maladie très très dangereuse. Et Dieu merci qu'ils ont fait quelque chose qu'on appelle vaccin. Et quand tu fais ce vaccin-là, tu peux avoir, mais tu ne peux rien te faire. C'est une chance. Et d'abord, je remercie tous les laboratoires qui ont fait ce vaccin-là. Et je lui donne encore de courage. Maintenant, le gouvernement a dit, quand tu ne fais pas, tu ne peux pas rentrer. Ah, c'est une très bonne décision. Hein. Moi, j'ai fait. Ma femme a fait. Moi, j'ai fait les deux. J'ai fait pour la Chine. Ma femme a fait Johnson. Tu sais, c'est une très bonne chose. L'examen du certificat de qualification au métier a été suspendu la semaine dernière jusqu'à nouvel ordre. C'est une conjointe décision des ministres béninois en charge de l'enseignement secondaire et technique et des petites et moyennes entreprises. Nous avons recueilli à cet effet l'avis de quelques artisans. Ils s'expriment au micro de Juste Aimé Defodji. Pas comme cela était au sein des artisans. Entre-temps, il y a une petite division qui est survenue au sein des artisans. Maintenant, les responsables à divers niveaux, au niveau de nos structures fêtières, ils ont tenté de faire la médiation. Ça n'a pas marché. Même le ministre du tutelle de l'artisanat, en charge de l'artisanat, aussi a tenté la médiation à maintes reprises. Ça n'a pas marché. Donc c'est ça qui a fait que nous sommes arrivés à ce niveau. En ce qui concerne les apprenants et apprenantes, il revient à eux, surtout à leurs patrons, ces patronnes, d'attendre jusqu'à ce que la situation soit réglée. Parce qu'à l'heure où nous sommes, la situation est au niveau de l'État central. Ce n'est plus au niveau des structures fêtières, non. C'est au niveau maintenant de l'État. Il revient aux patrons, ces patrons des apprenants-là, de patienter les parents de ces apprenants-là. Parce que d'un jour à l'autre, maintenant, la situation sera réglée. Un enfant qui a le CQM, c'est un diplôme avec lequel l'État peut recruter celui-là. Parce que c'est un diplôme d'État. Vous voyez, non? Donc, c'est un diplôme qui équivaut aussi à un diplôme académique comme nous le constatons avec les examens CEP, BPC, BAC et autres là. Donc quand vous avez le CQM, c'est que vous avez un grand diplôme qui vous qualifie de ce que vous faites. La manière dont l'examen du CQM était organisé par l'État était bien. Ça permet aux apprenants d'avoir un diplôme national. Mais cependant, ce que moi je reproche sur le diplôme, il n'y a pas le nom du patron, non le nom de l'entreprise. Donc c'est ça que moi je reproche. Ça, on ne sait même pas celui qui a appris le métier. On en parlait depuis quelques jours. Des producteurs continuent de bénéficier de l'aide financière du Fonds national de développement agricole, FNDA, destiné à promouvoir l'investissement privé dans le secteur agricole. Plusieurs Béninois ont bénéficié de ce fonds pour concrétiser leurs différents projets. Dans ce reportage, on parle de la transformation. Dans l'univers de la mécanisation agricole au Bénin, JIFA Group veut s'employer à mettre des machines à disposition des producteurs pour un meilleur rendement. L'entreprise a fait la commande de 100 tracteurs, 100 remorques de 5 tonnes, 100 semoirs maïs, soja et coton et 100 charrues à disque. Dans sa quête de crédit financier pouvant l'aider à concrétiser cette ambition,
la société a pu bénéficier de l'accompagnement du Fonds national de développement agricole via la banque BIIC, Banque internationale pour l'industrie et le commerce. Et nous avons fait un business plan de montant de 3 milliards. Donc pour le moment, ils nous ont fait une garantie de 500 millions. Spécialisée dans la commercialisation des produits tropicaux comme le cajou, le soja, le karité et l'arachide, la société Alafia Trading est aussi bénéficiaire d'un crédit de 100 millions de francs CFA avec une garantie de 50% à la charge du fonds. On a été informé par les médias de l'existence de ce fonds et aussi nos structures bancaires avec lesquelles on a l'habitude de travailler nous ont informés. Quand on s'est rapproché de notre structure bancaire qui est la banque BIC, BIC nous a fait comprendre qu'elle est partenaire au FNDA. Donc du coup, ils nous ont énuméré la liste des pièces à fournir, des documents à mettre à disposition pour pouvoir quand même répondre aux critères de suivi et d'appui du FNDA. À Koulekame, dans le département du Koufou, le FNDA a également comblé les attentes de Dame Sylvie Agbede, promotrice d'une entreprise qui fait des merveilles en ce qui concerne la transformation de la tomate. On nous a fait appel que notre dossier est sélectionné et c'est de là que j'ai constaté que FNDA, il est notre garantie. Il m'a octroyé 6 500 000. Et c'est la banque BICIC qui m'a accueilli. Quand j'ai reçu ce fonds-là, ça m'a permis d'augmenter mes foyers, mes bassines de transformation, des casseroles, des gaz. Et j'ai pu faire des étiquettes, des emballages et les bocaux qu'on utilise. À partir de février, nous allons commencer par payer l'échéance. Et c'est le cas de ces différentes sociétés commerciales appuyées par le Fonds pour la prospérité de leurs affaires. Actualité en dehors du Bénin, la junte au Soudan sur le coup de des sanctions économiques, une décision de la communauté internationale après le coup d'État militaire lundi qui a fait tomber le Premier ministre soudanais. Les précisions avec nos confrères de RT France. Des barricades de fortune et des chants de révolte en réponse au putsch de lundi et à la répression militaire qui a fait au moins 7 morts et 140 blessés. La situation tendue dans le pays a poussé la communauté internationale à prendre des mesures de rétorsion. Ce mercredi, l'Union africaine a mis ses menaces à exécution et suspend désormais toutes ses activités avec le Soudan jusqu'à la restauration de l'autorité de transition dirigée par des civils. Un moyen de faire pression économiquement sur la junte qui ne doit cependant pas se faire au détriment du peuple. Certaines délégations ont exprimé leurs inquiétudes quant à ce qui se passe actuellement au Soudan. Nous comprenons leurs préoccupations et nous réitérons la nécessité pour la communauté internationale et plus particulièrement pour le Conseil de sécurité de continuer à apporter son soutien au peuple soudanais en ce moment très important qui est un moment charnière afin de rapprocher les positions des différentes composantes soudanaises, civiles ou militaires. Les États-Unis et la Banque mondiale ont également suspendu leurs aides, tandis que l'Union européenne attend de voir comment va évoluer la situation avant d'appliquer des sanctions. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni mardi, mais aucune déclaration commune n'a été prononcée. Le président du Conseil espère que les Nations Unies tireront les leçons de l'échec de ces négociations. L'incapacité du Conseil de sécurité à faire une déclaration à ce sujet, jusqu'à présent, est une indication que la façon dont le Conseil de sécurité et le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine travaillent ensemble pourrait être améliorée et renforcée. J'espère sincèrement que le Conseil de sécurité interprétera cette démarche du Conseil de paix et de sécurité comme un défi au Conseil de sécurité pour se montrer à la hauteur. En attendant, les arrestations se poursuivent. Des figures de la société civile, des militants ou des journalistes sont détenus dans des lieux inconnus. Quant au Premier ministre Abdallah Hamdok, arrêté par les forces putschistes,
il n'est toujours pas libre de ses mouvements, selon l'émissaire onusien qu'il a rencontré hier. Et malgré la répression que lui oppose l'armée, le peuple continue de se battre pour la libération des opposants et appelle à une grande manifestation samedi afin de réclamer le transfert complet du pouvoir aux civils. Les bateaux de pêche britanniques interdits de débarquer dans certains ports français à partir de mardi. Paris met en exécution ses menaces de rétorsion après le refus de Londres d'octroyer des licences de pêche aux bateaux français. Les contrôles sanitaires et douaniers seront également renforcés, des mesures jugées disproportionnées par Londres. Reportage. La pêche est toujours au centre des tensions post-Brexit entre la France et le Royaume-Uni. Ce mercredi, Paris a décidé de mettre en application une menace qui planait sur Londres depuis plusieurs semaines. Il y a une volonté manifeste qui est exprimée de ne pas respecter l'accord et de ne pas donner à nos pêcheurs qui ont été très patients, qui ont beaucoup attendu, qui ont été exemplaires, les licences auxquelles ils ont droit. Nous allons annoncer un certain nombre de mesures qui rentreront en vigueur, pour certaines d'entre elles dès mardi prochain, pour d'autres dans les jours qui suivront. À l'issue du Conseil des ministres, le gouvernement français a donc durci le ton et précisé ses mesures de rétorsion. Objectif : contraindre le Royaume-Uni à respecter les autorisations de pêche négociées avec la France dans le cadre de l'accord post-Brexit, principalement au large des côtes britanniques et des îles anglo-normandes. Au total, 200 licences ont été accordées à des pêcheurs français, alors que Paris en réclame encore plus de 240. Sauf revirement de Londres d'ici au 2 novembre, Paris entend mettre en place des contrôles douaniers et sanitaires systématiques sur les produits importés en France et interdire le débarquement de produits de la mer. Pour accentuer la pression sur le Royaume-Uni, la France envisage d'ores et déjà des restrictions sur les exportations d'énergie. Face à ces annonces, les Britanniques ont réagi par le biais de leur secrétaire d'État chargé du Brexit. Ils regrettent le manque de communication avec Paris et jugent ces mesures disproportionnées. Il est très décevant que la France ait ressenti le besoin de proférer des menaces tardant la soirée contre l'industrie de la pêche britannique et apparemment les commerçants en général. Nous avons exposé notre position plus tôt ce soir. N'ayant reçu aucune communication formelle du gouvernement français à ce sujet, nous solliciterons d'urgence des éclaircissements sur leur projet. Nous examinerons quelles autres mesures sont nécessaires dans cette optique. Un dossier qui reste explosif entre Londres et Paris et qui cristallise toutes les tensions des échanges post-Brexit entre les deux pays. Des dizaines de pêcheurs français n'ont pas accès aux eaux britanniques depuis plusieurs mois. Certains professionnels du secteur évoquent même une perte d'exploitation de plus de 50% depuis le mois d'avril. En France, les sénateurs ont imposé hier en commission des limites au pass sanitaire, pas de recours au-delà du 28 février et une utilisation territorialisée. Des modifications débattues aujourd'hui au sein de l'hémicycle. Les sénateurs ont également allégé les amendes en cas d'utilisation frauduleuse. Devant le palais de Luxembourg, les antipasses, eux, ne lâchent pas la pression depuis hier soir. Les précisions. Pour une partie des Français, le pass sanitaire ne passe toujours pas. Ce mercredi, un nouveau rassemblement à l'appel de Florian Philippot s'est déroulé devant le Sénat pour protester contre cette mesure sanitaire. Le président des Patriotes ne mâche pas ses mots face à la politique du gouvernement. Monsieur Véran nous a dit il y a 2 mois, si on ne met pas le pass sanitaire, on va devoir reconfiner. Qu'il me cite un seul pays qui n'a pas le pass sanitaire et qui a dû reconfiner. Il n'y en a pas. Voilà, il n'y en a pas. Donc en fait, c'était des mensonges. Ils ne font que mentir. Voilà. Ils ne font que mentir. Ils nous avaient dit on enlèvera le pass quand ça baissera. Ça a baissé. Ils n'enlèvent pas le pass. Moi, c'est tout ce que je retiens. C'est que ce sont des menteurs pathologiques et qu'ils sont là pour mettre sous cloche le peuple français. Alors que la contestation grondait ce mercredi devant le Sénat, à l'intérieur du palais du Luxembourg, les sénateurs planchaient sur le texte destiné à prolonger le pass sanitaire. Les parlementaires de la commission des lois se sont mis d'accord sur un projet de loi modifié qui limite l'utilisation du pass sanitaire à la date du 28 février 2022 contre le 31 juillet initialement prévu. On ne veut pas donner de chèque en blanc au gouvernement. Il nous paraît essentiel de ne pas dépasser 3 mois et demi entre 2 débats législatifs autorisant les mesures et les adaptant à la réalité de la situation. Les libertés sont essentielles. Quand on les restreint, on ne peut pas laisser le gouvernement faire ce qu'il veut. En outre, parmi les amendements proposés par Philippe Bas, on retrouve la possibilité d'utiliser le pass sanitaire seulement dans les départements où moins de 75% de la population est vaccinée. Le but est d'encourager les plus réfractaires à se faire injecter le sérum anti-Covid.
L'ensemble des sénateurs débattront de ce projet de loi modifié ce jeudi et vendredi. En cas de désaccord entre députés et sénateurs, une commission mixte paritaire sera chargée de trouver un terrain d'entente. Et puis, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv.